Donc, chers amis de la Palestine et chers amis du Pire, bonjour. Donc, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui notre ami Zohel Lana, qui est donc un ami de longue date et qui, bien sûr, va nous parler de son expérience à Gaza. 51 jours à Gaza, 51 jours eh bien, à œuvrer à sauver des vies, alors qu'en face, l'armée israélienne s'évertuait à en supprimer. Voilà, c'est en résumé ce qu'on pourrait dire sur ces 51 jours. Bon, tout le monde connaît les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette incroyable agression et le nombre de victimes terribles que cela a fait. Alors nous étions ici, notre ami Zohel était là-bas, donc il va y avoir un échange d'informations. En tout cas, nous sommes surtout soucieux et impatients de savoir comment il a vu les choses là-bas, de son point de vue, et comment ça s'est passé là-bas, puisque évidemment nous n'avions pas beaucoup d'informations sur ce qui se passait réellement, concrètement sur le terrain. Donc voilà, donc Zohel, je te cède immédiatement la parole, et merci encore. Bon. Bonjour tout le monde. Je remercie mes amis, Nuria particulièrement, qui m'a écrit souvent quand j'étais sur place et avec laquelle on a prévu cette rencontre, la première que je fais à Paris après mon retour il y a quelques jours. Voilà, donc je vais vous présenter ça sous forme de diapo, c'était plus simple et plus parlant. Alors, est-ce que ça fonctionne cette histoire? Oui, ça fonctionne. Alors, 51 jours, c'est les jours où j'ai passé à Gaza, c'est le jour de la guerre. Enfin, c'est une guerre asymétrique, moi je préfère appeler ça agression, parce que une guerre c'est entre deux armées. Alors, si tu me permets, juste, ça ne t'embête pas si de temps en temps je te pose une petite question pour rebondir sur... Voilà. Donc, en fait, comment tu pars à Gaza? Comment tu décides de partir à Gaza? Voilà. Je vais en parler, t'inquiète pas. Ça, c'est une photo que j'ai prise à la fin de mon séjour. Alors moi, je vais parler un peu de l'engagement. Pourquoi je suis engagé depuis très longtemps, depuis maintenant plus de 15 ans en fait, dès que j'ai eu mon diplôme de spécialiste. Et ça demande bien évidemment de la volonté, comme pas mal de gens qui militent pour une cause ou une autre, les moyens. Il faut savoir prendre le temps, parce que le temps, c'est ce qui manque à beaucoup de gens qui ont de la bonne volonté, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir de leur quotidien. Et les possibilités. Je parle là des possibilités financières. Ensuite, j'ai grandi au Maroc et j'ai eu très vite une grosse allergie aux injustices. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours de ça et je lui dis oui, il me dit Marocain, donc tu as été bien servi. Je lui dis oui, malheureusement. Alors après, c'est le destin et les rencontres et les opportunités. C'est différent des possibilités. C'est qu'on peut avoir la santé, on peut avoir le temps, on peut avoir les moyens, mais on n'arrive pas à entrer. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens durant cette guerre, qui ont essayé de venir pour aider d'une façon ou d'une autre, mais qui n'arrivaient pas parce que la frontière est restée hermétiquement fermée. Enfin, hermétiquement. Il y avait des petits passages, je peux vous en parler par la suite, mais c'était pas comme 2009, vu l'intensité de cette agression qui était beaucoup plus forte que celle de 2008-2009. Alors moi, j'ai travaillé avec plein d'ONG, donc tous les French Doctors, Médecins sans frontières, Médecins du Monde et de Médical International, dont j'étais vice-président à un moment donné. Je suis gynécologue, donc je travaille avec Gynécologie sans frontières, même avec l'Ordre de Malte. J'ai créé Médecins du Maroc et dernièrement je travaille avec Palmet d'Europe, qui est l'association de Palestiniens d'Europe et qui eux mènent des missions sur la Palestine et aussi comment dirais-je, sur les camps de réfugiés en Jordanie et au Liban. Et là, en fait, au mois d'avril dernier, j'étais avec eux au Liban, au camp de Ain el-Helwa. Alors, en fait, ce que j'ai fait durant mes années, j'ai fait plein de pays, les Comores, l'Inde, l'Afghanistan, l'Éthiopie, le Congo, Centrafrique, RCD et le Rwanda. J'ai fait mon premier contact, bien évidemment, avec la Palestine, ce fut en 2002, quand Yasser Arafat était donc encerclé à Ta'a, et ensuite il y avait des checkpoints partout, et donc le niveau de santé a baissé, et on était parti avec Aide Médicale Internationale pour chercher des moyens d'aider les gens, et surtout comme je travaille sur la santé de la femme, de travailler un peu pour former ce qu'on appelle les agents de santé communautaires qui peuvent aider les femmes
qui n'arrivent pas à passer les checkpoints parce qu'il y a eu, à ce moment-là, vous vous souvenez, beaucoup d'accouchements qui se faisaient sur les checkpoints et beaucoup de décès fœtaux. Alors, je suis reparti ensuite en 2005-2006 faire de la formation de la cellulchirurgie à Jenin, bien évidemment Jenin, parce qu'il a été frappé aussi durement par feu Sharon, le bien nommé. Et mon contact avec Gaza, il a été donc la première agression en 2009. Je suis rentré la 3e semaine de la guerre, je me souviens, et je suis resté 2 semaines après, rejoint par la sénatrice Halima Boumediene et le cinéaste Samir Abdallah, que je pense que tu connais, et qui avait fait à ce moment-là le film Gazastrophe, que vous connaissez bien évidemment. Ensuite, je suis revenu en 2013 faire de la formation en cellulchirurgie à l'hôpital de Rafah pour les gynécologues. Et cette année, c'était prévu que je parte au mois d'août. Et voilà, donc l'agression arrive. Moi, pendant Ramadan, je ne travaille pas beaucoup. J'étais en contact avec mes amis. Bien que, bien évidemment, je ne suis pas un chirurgien viscéraliste. C'est pas moi qu'on a besoin de lui en première ligne, mais ils avaient 2 anesthésistes et pas de chirurgien. Donc, je suis parti. Donc la guerre a commencé le 8, le 9 on a décidé de partir, on a cadré ça avec mon ami Ahmed ici présent et le président de Palmed, Dr Salem qui est à Lille. Le 11 on était au Caire, donc je vous passe là c'est ce que j'ai fait ensuite en Jordanie et au Liban pour les réfugiés. Donc le voyage était prévu comme j'ai dit, donc le passage en soi c'est une aventure. Comme je disais, donc le 11, on était au Caire, et on nous a refusé d'entrer le 12, et on a fait un peu de foin avec les médias le soir, notamment Al Jazeera, et le lendemain, après 5 heures d'attente, on nous a laissé entrer. Pour ceux qui connaissent Gaza et qui sont partis, il y a Rafah qui est loin du Caire de à peu près de 400 km, il faut 5-6 heures de route. Maintenant que le Sinaï est devenu une zone militaire, il y a un pont qu'on appelle le pont de la paix qui traverse la mer Rouge maintenant qui est bloqué et qu'on doit donc attendre pour passer sur juste des embarcations, donc les heures d'attente. Il faut vraiment avoir le temps. Il faut avoir le temps et surtout il faut avoir les nerfs au frigidaire parce que sinon c'est pas bon. C'était Ramadan, il faisait très chaud. Alors ensuite, de toute façon si tu t'énerves c'est pour toi. Hein. Donc, et on nous a arrêtés juste après l'Ismaïlia, c'est-à-dire à 200 km de Rafah. Donc moi j'ai dit voilà que le Rafah, donc, le checkpoint s'est déplacé. Et pour rentrer c'est compliqué parce qu'il faut avoir l'accord de la police, l'accord de l'armée et l'accord des services secrets. Et ils ne communiquent pas entre eux. Donc voilà, quand tu parles, oui, il parle avec son chef, il te dit non, il te vire. Voilà, donc il faut vraiment être tranquille. Et donc finalement on est entré le 13, je ne sais pas comment déjà. Et le 13, donc, il y avait avec nous le médecin norvégien, qui lui pensait qu'on n'allait pas entrer, et qui est reparti par la Jordanie et il est entré par Eretz. Donc je suis entré avec 2 médecins palestiniens qui sont docteur Abdin d'Angleterre et le docteur Abou Arab de Norvège, qui connaît bien Mats Gilbert parce qu'ils travaillent ensemble. Voilà, donc ça fait une petite famille en fait. Là, c'est une photo prise au Caire le 11 avec Mats Gilbert. On était plein d'optimisme, bien sûr. Donc, l'entrée au 13, c'était je rentre et à 16h, la nuit, il va faire nuit vers tôt, donc il préfère ne pas nous emmener jusqu'à Shifa. Et donc, on entre dans l'hôpital européen de Gaza qui est situé au sud de Khan Younes. Vous connaissez bien sûr, grosso modo, la carte. Gaza est dans le nord. Khan Younes est la 2e ville et Rafah est dans le sud. Le tout fait du nord au sud 37 km, donc c'est pas énorme. Donc on rentre et donc là, première nuit, on mange avec les médecins à la rupture du jeûne et ensuite, 1 heure après, j'entends pour moi les premiers bombardements très forts, vraiment, parce que la première fois ça fait quelque chose. Après on s'habitue, mais relativement, selon la distance où ils sont par rapport à soi. Et je vois les premiers blessés arriver, un monsieur coupé en 2, et ensuite 3 ou 4 qui arrivent, une jeune femme, un autre monsieur, qui n'ont pas de traces, mais ils sont décédés malheureusement par des projectiles qui sont arrivés à des organes qu'on appelle nobles en médecine, notamment le cœur et le cerveau. Ensuite, il y a un enfant qui criait avec de la même famille.
En fait, ceux-là, ils avaient reçu ce qu'on appelle les missiles par les drones. Je vous en parlais des drones parce que les drones, c'est vraiment, je pense que celui qui a inventé le drone et celui qui a développé le drone n'est pas vraiment un ami de l'humanité. Et donc, ce jeune garçon qui a 7-8 ans l'a opéré le soir même pour retirer les projectiles de son ventre et il est sauvé. Donc voilà, j'ai mis 3 décès et une survie. C'est comme 3 mariages et un enterrement. Et le lendemain, donc je monte à Shifa. Bien sûr, vous le connaissez, il était sur les télés tout le temps parce que c'est le centre névralgique de la ville. Il y a tout. Il y a tout là-bas. Toute la presse est stationnée avec ces camions. Il y avait tous les médecins qui travaillent, qui sont dans le directoire. Et les ambulances, bien évidemment, c'est un balai tout le temps. Les services importants à Shifa qui travaillent, c'est les urgences, soins intensifs, les blocs opératoires et les services de chirurgie qui accueillent les patients par la suite. Et donc, je travaille pendant une semaine avec les collègues et je rentre le 13, le 20 juillet. Le 20 juillet, j'écris un article, je vais vous expliquer. Il s'est passé ça. Donc je sortais, on m'attrape parce que mes collègues sont partis et le type du Jazeera me pose la question pourquoi nos collègues n'arrivent pas à entrer. Et donc je fais une interview de 2 minutes seulement. Et 2 minutes qui étaient suffisantes pour que ma famille sache que je suis à Gaza parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et en fait, et que je sois obligé et un peu sollicité pour répondre, pour parler, pour dire des choses. Alors je monte sur mon bureau, enfin sur un bureau, j'écris sur Facebook à un ami, j'ai envie de pleurer parce que ce soir-là, j'ai vu beaucoup de morts d'enfants qui m'ont beaucoup affecté. Et il me répond lui aussi, moi aussi j'ai envie de pleurer, et j'écris ceci. Ce soir, j'ai une forte envie de pleurer tous ces enfants que j'ai vus aux urgences, l'hôpital Shifa, cette jeune fille qu'on n'a pas pu sauver malgré le massage cardiaque, les perfusions et l'intubation. J'ai vécu avec le sauveteur les mêmes gestes chez plusieurs patients qui arrivent évanouis, voire dans les derniers instants de leur vie. Nous essayons de les réanimer, mais sans succès. L'heure a sonné, le destin a frappé, parfois trop fort. Et donc l'article il continue comme ça. C'est un article qui a été bien diffusé. Et voilà. Et après, donc, j'ai eu pas mal de monde qui m'ont écrit et un peu poussé à écrire encore un peu plus. Moi, généralement, quand je voyage, j'écris toujours, mais j'écris toujours en rentrant. Quand je rentre, quand je me pose, j'écris souvent un article quand je suis parti en 2009, j'ai écrit un long article qui s'appelle « La route vers Gaza », qui a aussi été bien diffusé. Et là, en fait, j'étais un peu poussé parce que j'ai compris à travers le temps, et surtout les Maghrébins, je pense de France et du Maroc, parce que je suis marocain, et les Marocains ont fait un transfert sur moi. Comment on fait un transfert sur une équipe de foot qui fait quelque chose? Moi, j'arrive pas à rien faire, mais il y a quelqu'un qui appartient à ma tribu qui est là. Et donc, je devais un peu, d'abord, les accepter sur Facebook, parce que je commençais à avoir un nombre d'amis incroyable. Et pourquoi Facebook? Parce que mon mail, j'arrivais pas à l'ouvrir. Donc, je me suis rabattu. Je sais que Facebook est surveillé par ceux qu'on connaît. Mais bon, je l'ai utilisé. Et il fallait écrire. Donc, il fallait écrire. Alors, j'ai écrit dans le deuxième article, je me posais la question, où est-ce qu'ils sont passés les ONG? Où est-ce qu'ils sont passés tous les couloirs humanitaires, les droits et devoirs d'ingérence, l'altruisme? Où est-ce qu'il est passé? En fait, je me suis rendu compte que c'est de l'escroquerie humanitaire, que tout ça est une machine faite contre nous, comme tu l'as bien dit dans tes interventions. Mais quand c'est pour nous, ça marche pas. C'est-à-dire pour nous, pas que pour les musulmans, pour les pays du Sud, pour les indigènes de toutes parts, quoi. Pour ceux qui veulent croire à ces choses mises en place, qui peuvent un jour nous servir, mais finalement ils ne nous servent pas tellement, parce que sur cette épreuve de Gaza, moi je l'ai vécu très mal de l'intérieur, parce que je posais la question, où est-ce qu'il est passé le monde? Où est-ce que toutes les belles choses auxquelles moi-même je croyais, parce que dans le circuit humanitaire j'y suis depuis une quinzaine d'années, tous les grands trucs, le TPI, le boycott, enfin les belles choses, mais où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles s'appliquent sur le monde? Et quand il s'agit de Gaza et de l'État d'Israël, il n'y a plus rien qui se passe, on a d'autres donnes, on pense autrement, et ça c'est libre. Moi je pense que tout ça devrait réfléchir à ceux qui croient à ces belles choses, pour remettre en place leurs idées. Si on n'arrive pas, et surtout pour les Arabes et les musulmans, c'est vraiment grave. Alors après, donc, il fallait que je suis parti dans un, comme j'ai expliqué, il y avait un transfert, donc je commençais à écrire.
et je décrivais un peu ce que je voyais. Donc voilà, donc les écoles de l'ONU commençaient à être frappées, les mosquées, les hôpitaux, là, ça c'est une catastrophe parce que là, c'est des photos de mosquées que j'ai prises. J'ai mis d'autres photos mais qui ne voulaient pas passer. Alors en fait, et les hôpitaux, il y avait les hôpitaux comme l'hôpital Al-Aqsa qui est au centre, qui a été donc touché avec un décès de 4 personnes, 3 visiteurs et un patient. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi on vise. Les gens pensent des fois que c'est fait de façon anarchique. Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est une armée sophistiquée, c'est une armée intelligente et qui a des objectifs, qui les touchent. Des objectifs qui sont dits, des objectifs non dits, on pourra en parler tout à l'heure, mais qu'il n'y a pas d'anarchie. Il n'y a pas d'anarchie dans une agression qui coûte des millions de dollars. Il n'y a pas d'anarchie dans tout ça, donc c'est bien sophistiqué tout ça. Alors les gens, donc à force de se faire taper dans le nord et dans l'est de la zone, qui est déjà petite pour 1 700 000, ils sont obligés de quitter 44%, donc rester vides. Et donc les gens que je connais, donc les appartements où ils vivaient par exemple 8 personnes, et maintenant c'est 50 personnes, 40 personnes. Les gens le soir vivaient les uns à côté des autres. Et je pense que ça s'est passé aussi pour les musulmans pendant le mois de Ramadan. C'est un mois qui est très fort point de vue spirituel pour les musulmans. Et je pense que le fait de donner de soi, d'aider l'autre, et ça a aidé un peu à cette cohésion sociale que j'ai observée là-bas, parce qu'il n'y avait pas d'aide qui venait de nulle part en fait. Pour vous raconter pour les médicaments par exemple, on nous dit qu'avant l'agression, il n'y avait même pas de gants. Le premier jour, et tous les gens qui ont de l'argent à Gaza sont venus et qui ont demandé donc au directeur des hôpitaux d'aller acheter les médicaments dans tous les magasins qui en ont. Donc ils ont pris tout ce qui est disponible sur place. Après, bien évidemment, il y avait des entrées de médicaments par les voies diplomatiques de certains chefs d'État, parce que bien évidemment, quand on fait pas de politique, on fait de l'humanitaire. Voilà, donc c'est sympa, mais bon, la politique, c'est plutôt d'éviter les coups, parce qu'une fois qu'on a pris les coups, on va les soigner. Moi, qui suis un faible humain, je peux le faire, mais un chef d'État doit faire autre chose. Je pense qu'il a d'autres voies, il a des choses à faire. Enfin, je ne sais pas, mais bon, c'est un peu le truc du faible, ça. Bon. Alors, pendant ce séjour, beaucoup de choses m'ont frappé. Par exemple, là, la relation avec le destin. J'ai écrit aussi ça, on ne fuit son destin que vers son destin. Et justement, il y a une famille qui quitte le quartier de Shajaïa qui était bien touché. Et qui vont habiter dans les tours, parce que l'Israël n'a jamais tiré sur les tours. Et là, c'est Burj al-Isra. Par malheur, il y avait un chef militaire de Saraya. Hop, 23 personnes sont décédées avec lui. Et c'était les gens qui ont quitté leur domicile parce qu'ils pensaient aller dans un endroit safe. Et donc, cette histoire-là, ça se répète beaucoup. Il y a même une histoire incroyable qu'on me raconte, mais je ne peux pas la vérifier. C'est qu'il y a 4 Canadiens qui ont sorti avec, je pense, une Philippine, premier jour de la guerre par Erez. Ils se retrouvent après dans l'avion malaisien qui est tombé sur l'Ukraine. Donc finalement, là, je pense que le rapport avec la mort devient très serein, parce que là où tu es, tu peux te frapper. Alors, moi, comme on aime toujours, on me demande toujours à chaque fois de raconter une histoire qui m'a frappé ou qui m'a touché, ben, j'en ai une. Une soir, ça c'est le jour de l'Aïd. C'est le jour de l'Aïd, donc... qui était un jour très dur parce qu'on n'arrive pas, pour les musulmans la fête de l'Aïd c'est très sympa parce qu'on a passé tout le mois de Ramadan et après on se pose, c'est le jour où on peut manger, c'est le jour où on se visite, et là l'Aïd était un peu tristonné. Le matin j'étais visiter une école de l'ONU et donner quelques petites choses qui m'ont été envoyées par des amis, notamment par des dons qu'Ahmed avait ramassés, et là voilà, donc je travaille jusqu'à 1h du matin. Et après, je vais me reposer un peu et on me réveille. Ils vont dire, voilà une petite fille qui arrive, la maison s'est écroulée sur eux. Il y a la grand-mère qui a malheureusement le ventre ouvert et qui son état est critique. Après, j'ai su qu'elle est décédée. Et il y a une petite fille, mais qui a un saignement vaginal. Donc, comme je suis le seul gynécologue avec les chirurgiens, bien que je fais avec eux la chirurgie générale, donc j'étais l'examiner et je me suis rendu compte que bien évidemment il y avait des déchirures internes. Donc on l'a opéré toute la nuit. Ça nous a pris 3 à 4 heures avec 4 chirurgiens. Il y avait avec moi 2 urologues, un chirurgien qui est en face de moi, la petite fille c'est elle. Et ensuite, donc il y avait 2 anesthésistes, 4 infirmiers
Donc pour vous dire qu'une personne peut nous bouffer donc, 10 médecins et paramédicaux avec le temps, avec le sang, les médicaments, et cette personne-là, elle est victime d'un bombardement. Elle n'a pas glissé, ce n'est pas un tremblement de terre. Et moi, je me considérais toujours que je suis à la fin de la chaîne. Et à la fin de la chaîne, on essaie de réparer un peu. Voilà, enfin, mais après, je suis médecin, je pense que la prévention est meilleure. Bon, cette fille, je suis étonné qu'elle est restée vivante le matin. Parce que je me couche à 4h du matin, 4h30, et à 9h, c'est elle. Voilà, je la vois le matin, vivante, et qui peut parler. Et ses parents, ils étaient là parce que par chance pour elle, ils n'étaient pas à la maison. Voilà une histoire que j'ai vécue, mais sinon, j'ai vécu plein d'autres histoires beaucoup plus graves. Surtout le jour où je me trouve aux urgences et j'accueille en un seul moment 160 personnes qu'on accueille à l'hôpital de Shifa après que le marché de Shajaïa a été touché. En plus, c'était le jour où il y avait une accalmie. Les gens sont sortis faire leurs courses et on leur tire dessus un coup, après un deuxième coup. Il y a même des journalistes qui ont été tués à ce moment-là, des ambulanciers. Et moi, je me trouvais aux urgences et voilà, j'étais donc dans le coup tout de suite. 160 cas, aucun hôpital au monde ne peut les accueillir. Aucun, parce qu'aucun hôpital est préparé à accueillir un tel. Donc là, il faut aller très vite. Il faut toujours choisir entre les gens. C'est lourd de dire voilà, celui-là. Mais bon, mais comme il y a la famille derrière et tout, ils sont obligés, eux, de travailler sur tous les patients. Ils ont une technique en fait de sauvetage différente de la France. En France, on essaie de réanimer les gens sur place après les transporter. Eux, c'est la technique anglo-saxonne. On prend le patient quel qu'il soit et on le met à l'hôpital. Et c'est là. Vous vous souvenez, je pense pour les plus âgés, de Diana et la polémique. Parce qu'ils ont tardé à essayer de la réanimer. Les anglo-saxons, ils prennent le patient, ils le mènent à l'hôpital, là où il y a le mieux. Et j'avais dit dans une interview, peut-être que vous avez vu sur BFM, c'est Urgence. C'est la série Urgence, mais en vrai. Mais en vrai, parce que c'est même pire, parce que bon, Urgence, clowné, sympathique. Mais là c'est pas sympa, c'est dur. C'est dur. Et c'est très dur quand on a fait beaucoup d'efforts et qu'on perd le patient. Ça, point de vue professionnel, même si on est tous croyants enfin, là-bas, et on pense que les âmes ne sont pas entre nos mains, notre but, c'est d'essayer de les aider. Et quand le patient, donc on le perd, chaque patient est important, et quand il décède, on est triste. Donc c'est la même chose qui s'est passée donc, vers Khan Younes. J'y allais souvent à Khan Younes parce que c'est là où je me reposais un peu. C'est là où j'ai un ami du Centre palestinien des droits de l'homme où en fait je prends des risques, je vais dormir chez lui, donc bon, c'est un peu plus risqué que l'hôpital quand même. Et là donc voilà, c'est en plein désastre, donc on est dépité quand on voit tout est tombé. Et voilà, c'est mon ami Abdelhalim Boussamra qui est dans le film Gazastrophe et qui est venu en fait en France et voilà, en fait les destructions, vous avez vu ça partout bien évidemment. Alors l'odeur de la mort, en fait, c'est vrai, ça quand on en fait dans ces quartiers et quand on voit ça, il y a une odeur qui vous prend et qui vous prend en fait par la gorge, pestilentielle, dure. C'est soit des êtres humains qui sont encore au-dessous, comme il faisait chaud, donc ils ne pouvaient pas être conservés, ou des animaux. Beaucoup d'animaux aussi ont pris pour leur compte parce qu'ils se trouvaient là. Et voilà, et cette atmosphère-là est terrible. On a mal aux yeux. On n'est pas bien en fait. On est dans un secteur de mort, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Voilà, enfin, difficile à décrire en fait, difficile, mais bon. Alors en fait, voilà, là j'écris aussi ça sur un autre texte que j'ai écrit. Moi j'en ai écrit une quinzaine, hein, ils sont sur ma page, je vais essayer de rassembler. La violence de l'impact. Alors là j'ai compris en fait que le fil qui sépare la vie et la mort est très fin. Et cette fragilité prend toute sa dimension à Gaza parce que dès qu'on sort dans la rue, n'importe qui peut être visé parce qu'il est au mauvais endroit et que voilà. Moi, comme j'ai dit, cette armée, elle est professionnelle, mais si on est à côté, on est pris. Parce que quand on a vu par exemple 60 maisons qui sont détruites, avec leur famille, c'est que certainement il y avait quelqu'un qui est visé. Vous vous souvenez quand il y avait la trêve et que bon, on a inventé qu'on a tiré sur Bir Sab pour appliquer sur la maison où se trouvait éventuellement Def, le patron de Qassam.
Ben voilà, donc il y avait 19 de la même famille qui sont morts, sa femme, ses enfants, parce que j'ai demandé après, il venait de louer cet appart pour sa femme il y a 10 jours, et peut-être qu'il a utilisé son portable, et quand ils ont une information de taille comme ça, ni trêve, ni rien ne passe, parce que voilà, là c'est de l'efficacité, voilà, de l'efficacité qui est la leur, mais il faut juste la comprendre, c'est tout. Alors la violence de l'impact, je me suis posé la question comme médecin, qui suis sensible à la douleur, des gens, quand je les vois déchiquetés, est-ce qu'ils avaient mal ou pas? Et comment décrire cette douleur? Et comment elle est cette douleur? Et j'étais étonné en fait. J'étais étonné que les gens ne se souviennent de rien. Eux, croyants, ils disent ça c'est la baraka d'Allah. C'est clair. Ceux qui sont morts, c'est sûr qu'ils n'ont rien senti. Parce qu'en fait, la violence, elle est... Ben comme vous avez peut-être plus peur que moi qui était sur place. Ma mère, elle a eu énormément peur parce qu'il fallait que je la rassure à chaque fois, surtout quand on a frappé Shiva et tout. C'était incroyable. Parce que je négociais avec elle, moi ça va, moi j'étais bien, elle était mal. Parce que quand on est loin, en fait, on a plus mal et je pense que vous avez énormément souffert. Et si vous êtes là, effectivement, vous avez souffert d'une façon ou d'une autre. Souffert parce que vous avez vu, souffert du fait que vous voulez faire plus si vous n'arrivez pas, souffert de ce monde déséquilibré, on souffre. Et notre incapacité de faire des choses nous rend malades. Et moi, personnellement, si j'étais pas sur place, je pense que je restais malade. Moi, j'ai plein de gens qui voulaient venir et qui m'écrivaient, ils étaient malades. Malades parce que tous ceux qui ont l'habitude de faire des trucs ou qui ont l'habitude de faire, en fait, d'aider d'une façon ou d'une autre et qui n'y arrivaient pas, ils sont malades, en fait. Sauf ceux qui ont mangé leur conscience, bon, ça leur fait rien, ils sont partis à la mer. Donc, et donc, alors je demandais, et en fait une fille disait, voilà, elle dormait, elle se réveille, elle trouve qu'il y a des gens en blouse blanche autour d'elle. En fait, elle avait perdu connaissance, elle s'est fait opérer. Et quand elle s'est réveillée, il n'y a pas de douleur. Ou même un type, je pense qu'il est combattant, parce qu'il m'a dit, il était à côté d'un monsieur qui fait sortir, il dit, voilà, celui-là, c'est un ami, je lui dis, sors. Après, il allume son laptop, et il va chercher l'eau pour boire. Il ne se souvient de rien jusqu'à ce qu'il soit réveillé en soins intensifs. Après l'opération, il demande à boire. La dernière chose qu'il se souvient, c'est qu'il a pris l'eau du frigidaire. Et par chance pour sa survie, parce qu'il était loin de l'impact. Je pense qu'en allumant son ordinateur, ils ont compris. Hein. Parce que là, les moyens de communication n'ont pas été arrêtés à Gaza. Vous vous souvenez de la Libye, plus rien ne passait. Là, tout est resté parce que c'est un élément de repérage. Ah oui, d'accord. Bah oui, dès que tu utilises ton mobile, on sait où tu es. Absolument. Et d'ailleurs, les grands immeubles qui ont été descendus à la fin, on prévenait tous les habitants par SMS personnel que l'immeuble va descendre, vous avez intérêt à déguerpir, et des fois on vous donne 5 minutes. Alors 5 minutes, t'as vraiment pas beaucoup de temps. Hein. Celui qui est prévenant, il a ramassé un peu d'argent et ce qu'il a dans une serviette. Celui qui n'est pas prévenant, il sort avec ses affaires et il n'a plus rien. Alors tous les gens que j'avais moi dans l'hôpital et qui ont pris l'hôpital comme pique-nique, qui sont venus de chez Jaillet, ils sont sortis sans rien parce qu'ils se sont fait avoir. Pendant longtemps, en fait, l'armée leur envoyait des papiers en disant qu'ils vont faire une guerre terrestre. Et les radios de Hamas ils disaient non, c'est de la guerre psychologique, ne sortez pas. Alors les gens, entre le marteau et l'enclume, ne sont pas sortis. Et l'attaque a commencé à 2h du matin. Il nourrit, parce qu'on m'a raconté, j'étais visiter le quartier de chez Jaillet, bien nourri. Alors les gens, après, à un moment donné, ils ne savaient pas sortir. Est-ce que tu risques sa vie plus à la maison, plus à l'extérieur? Je vais en parler ensuite. Et voilà, donc les maisons, les gens ensuite ont beaucoup eu leurs maisons détruites, mais quand tu les rencontres, ils ont encore une bonne volonté. On m'a posé la question sur le net, est-ce que comment est Hamas, est-ce qu'il pousse les gens à combattre? J'ai répondu par une réponse simple que j'ai vécue là-bas. J'ai dit, voilà, tous ne sont pas Hamas, mais tous sont résistants. Je pense que pour la résistance, ils sont tous d'accord. Parce qu'ils en ont ras-le-bol. Surtout moi peut-être que je côtoyais plus moi les gens, les médecins. Et même, je pense que le petit peuple en a ras-le-bol d'être encerclé pendant 7 ans, d'être traité comme ça. Et tout individu a besoin de se sentir un peu qu'il peut combattre et qu'il peut, même s'ils payent, ils ont payé quand même un prix qui est très cher. Donc les maisons, bien évidemment, ils ont pris un coup. Alors les gens, quand ils rentrent dans des maisons qu'il faut détruire par la suite, je ne sais pas si ce qui est mieux, c'est d'avoir sa maison toute détruite ou qui est encore debout mais inhabitable.
Alors là aussi, je vais raconter des histoires sur des miracles. Ce petit garçon que j'ai vu à Khouza'a, et je l'ai vu, en fait, sa maman était à côté. J'ai publié même une petite vidéo que j'ai fait sur l'interview. Il est resté 6 jours tout seul, parce qu'il était au rez-de-chaussée de sa maison qui s'est écroulée. Mais il était dans un endroit où il y avait de l'eau, où il avait des tomates et il avait des courgettes. Et il a survécu 6 jours jusqu'à ce qu'il y ait eu la trêve et ils l'ont sorti de là. Donc, comme quoi, sa mère a pensé qu'il était décédé, parce que bon, et là il était hyper fatigué, il pouvait à peine parler. Et voilà, c'est une leçon aussi, on revient à ma phrase du destin. 6 ans. 6 ans, voilà, 6-7 ans. Voilà. Celui-là aussi, voilà, le destin a voulu qu'il reste en vie, parce que voilà, là aussi, les bêtises qui se font. Un missile qui part près de leur maison, je pense de Qassam ou d'un autre. Lui, son frère de 22 ans et son père, ils montent sur le toit pour voir de par le missile. Je pense le drone, il voit des gens à côté du départ d'un missile, il tire dessus. Son père et son frère sont décédés. Et là, quand je l'ai vu, il ne savait pas. Et lui, il est blessé, voilà, avec une chirurgie, bien évidemment, au niveau de son intestin et une fracture ouverte. Et ça, c'est malheureusement des choses qu'on ne peut pas éviter, ou qui sont difficilement évitées parce qu'ils vivent un peu les uns sur les autres. Et que voilà. Et que les femmes, alors les femmes de Gaza, je pense que c'est un spécimen à part. Ce sont des femmes très fortes, des femmes qui sont derrière leurs enfants, derrière leurs hommes. Et moi, les femmes qui travaillent avec moi, qui étaient avec moi à l'hosto, venaient toutes. Donc moi, je suis effaré. Elles laissent leurs enfants, elles se réveillent à 5 h du matin, racontent-elles, elles font à manger. À 8 h, elles viennent travailler, infirmières, médecins, femmes de ménage, et elles portent chez elles à 14 h 30. Les gardes, c'est plus les hommes qui font les gardes que les femmes, c'est distribué comme ça. Mais c'est-à-dire c'est des femmes que, pendant même les bombardements, ils n'esquivaient pas leur rôle aussi de venir travailler. Je trouve ça vraiment incroyable. Là, c'est des photos avec des orphelins. Des orphelins, voilà, qui partent. Et j'ai compris très vite, durant mon séjour, que je suis en train de vivre une partie de l'histoire, notre histoire contemporaine, parce que certainement, il va y avoir un deuxième round de ce qu'on peut appeler, entre parenthèses, le printemps arabe, après cette agression. Parce que, souvenez-vous, la première agression nous a donné le printemps. Celle-là va nous donner un deuxième printemps, parce que le ressentiment que peuvent sentir tous les peuples arabes qui ont vécu ça, moi je vous parle d'un angle que je connais très bien, est très fort, parce que avant on faisait rien, mais au moins on parlait, mais là la langue a été perdue. Donc un petit peuple qui se fait un peu égorger, on a mis un épouvantail qui s'appelle Hamas, très méchant bien évidemment, et qu'il ne trouve avec eux qu'une Turquie moyenne par rapport à ce qu'il a fait Erdogan en 2009, qu'un Qatar son chef charismatique, un Iran là, et les autres pays, et même des pays qui sont contre eux, ouvertement, et ça vraiment je pense que ça ne peut pas passer, ça ne peut pas passer dans notre inconscient collectif, et si ça va apparaître, je pense, d'une façon ou d'une autre, malheureusement, d'après mon point de vue, parce que j'ai fait aussi le printemps arabe, je suis allé en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Yémen, parce que je voulais bien évidemment comprendre, être originaire d'un pays arabe, pour savoir comment on peut faire une révolution sans leader. J'ai compris que le leader est ailleurs, il n'est pas avec nous. Bon, on n'est pas très d'accord avec Riel là-dessus. Je pense qu'elle est manipulée, moi je pense qu'elle est tout à fait fomentée. Et bon, on voit les résultats actuellement magnifiques en Syrie, magnifiques en Libye, extraordinaire avec ce qu'on nous a pondu là, les sanguinaires de Daesh qui sont en train de donner un coup dur sur l'islam et toute la philosophie. Et je pense que Gaza, c'est une part d'histoire. Et là, vous voyez bien, dès qu'on sort de Gaza, on ressort la coalition contre Daesh pour que les gens oublient. Heureusement que vous êtes là, vous ne vous oubliez pas. Mais les autres oublient parce que l'être humain, pris dans son quotidien, il est pris aussi dans toutes les infos qu'on lui donne. Et voilà, qu'on le cible. Et surtout, s'il ne fait pas sa recherche perso sur Internet, notre outil maintenant, nous, de résistance et de sauvetage intellectuel, parce que si on reste devant son canapé à être abreuvé par ce qu'on nous sert, par les médias mainstream, on est vraiment cuit.
Alors, moi je pense que c'est un combat de David contre Goliath, et bien évidemment tout le monde est à côté de David, même les Juifs, hein, parce que c'est leur histoire. Et je pense que voilà, c'est une agression disproportionnée. Et ce qui m'a aussi, que je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, l'acceptation du destin des gens qui sont sur place est sidérante, parce qu'ils disent nous sommes là, on va rester là, on ne quittera pas notre terre. Et déjà, vous savez, à Gaza, il y a 1 700 000, il y a je pense 500 000 à 600 000 qui sont des vrais Gazaouis, le reste a été transféré déjà, par le mot gentil qu'emploie Israël, le reste sont des réfugiés qui, leur terre, leur village sont dans ce qu'ils appellent le 48, ou l'État d'Israël, pour ceux qui le reconnaissent. Et donc ils disent on va pas aller encore, on va pas aller ailleurs, hein, on va pas aller ailleurs. Et il y a cette composante religieuse qui les fait tenir, d'ailleurs qui les a fait tenir pendant la guerre, et qui disent qu'on est sur cette terre bénite, et on est là pour on va rester là, il faudra qu'ils nous exterminent tous, chose qu'ils ne peuvent pas faire bien évidemment, et, mais bon, ils n'arriveront pas. C'est ce qu'ils disent, mais je pense que pour l'instant ils tiennent encore. Alors un soir, après une longue nuit de travail, j'écris ça. En cette fin de nuit sans sommeil, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'est le terrorisme, parce que si ce que je vis tous les jours avec cette population civile tuée, déchiquetée, martyrisée, blessée, handicapée, n'est pas du terrorisme, alors il faudra que je me trouve un autre lexique, ou à défaut, un autre univers. Parce que voilà, je suis étonné de voir tout ça, et je vois le monde ailleurs. Je vois les présidents qui parlent d'un truc incroyable. Matt Gilbert, il a écrit une lettre à Obama l'invitant à faire un petit tour, mais moi j'ai répondu, mais Obama, il a déjà perdu lui depuis longtemps. Comment vous pouvez parler à quelqu'un qui n'entend pas? On peut pas. On peut pas. Donc là, c'est des photos avec les gens avec qui j'ai travaillé. Voilà, qui n'ont pas l'air très, très méchants, hein, sont très sympathiques. C'est des médecins voilà, qui sourient malgré l'adversité. Là, avec Matt Gilbert, là, c'est un jour, on m'a fait un transfert, enfin, ça, je vais vous passer ça. Là moi, comme gynécologue, donc j'ai participé à énormément de naissances, c'est toujours une joie. Voilà, et je parle toujours de eux comme des héros ordinaires, parce que pour moi, la définition de l'héros, c'est quelqu'un qui est normal, comme vous et moi, mais pendant une situation extraordinaire, il devient extraordinaire. Et les gens, ils sont devenus extraordinaires. Moi, je m'assois à côté d'un type qui me raconte, il me dit, écoutez, on commençait à bombarder ma maison, lui, il travaille avec l'ONU, avec l'UNRWA. Il a une petite voiture, une petite Fiat avec UN. Il m'a dit, mais ma maison, je sens que ça ne va pas aller, il faut que je me taille. Alors, ma femme et ma fille ne veulent pas sortir avec moi. Alors, il les prend de force, et il les met dans la voiture, il accélère, parce qu'il a pensé que le type qui est en train de le voir avec le drone, le temps qu'il va tirer, il ne peut pas tirer de l'ONU facilement. Il va appeler son chef, il sera loin. Tu vois, parce qu'en fait, la décision, elle est là. Est-ce que je prends ma voiture ou est-ce que je reste à la maison? Parce que c'est quand même, c'est terrible. Et il y a des gens qui sont restés dans leur maison, qui se sont fait avoir, d'autres qui ont pris leur voiture. Alors là, tu dois prendre une décision rapide, toi tout seul, tout seul, tu es ton propre chef, tu n'as personne pour t'aider, et c'est lui le héros. Moi, j'étais au Chifa, donc j'étais dans le coin le plus sécurisé. C'est lui, le héros, donc c'est ça le truc. Et ces gens-là m'ont appris en fait cette relation avec la vie et la mort et la prise de décision. Et je trouve ça vraiment formidable. Et je pense que dans les guerres, il y a des choses extraordinaires et des choses mauvaises, parce qu'il y a des profiteurs de guerre, bien sûr. Et à Gaza, j'ai rencontré souvent des choses extraordinaires. Et comme j'ai dit, peut-être le mois de Ramadan, on a fait, peut-être que l'intensité, peut-être aussi la résistance, parce que c'est pour la première fois qu'ils ont résisté. Et ils me disent tous, la première fois que l'armée israélienne combat, parce qu'elle n'avait pas combattu au 48, il n'avait pas combattu, il a toujours gagné facilement, mais là, on les a stoppés. Enfin, pour eux, c'est la résistance, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Après, bon, l'histoire nous montrera, mais pour eux, c'est quelque chose qu'ils puissent montrer, qu'ils existent, que ce sont des hommes, qu'on ne peut pas les plier, qu'ils ont une dignité. Et tout ça, je pense que sur l'échelle des valeurs est très important, parce que je pense que les peuples qui n'ont plus de dignité et qui n'ont plus sur quoi se battre, on ne leur fait pas la guerre. Ils sont perdus tout seuls. En fait. On n'a pas besoin de faire la guerre à quelqu'un qui est déjà à genoux. On ne fait pas la guerre à celui-là, on est déjà à genoux. On lui met un peu de magasin et c'est tout.
Alors aussi, Gaza, c'est la terre et l'histoire. Hein. J'ai rencontré une femme qui a 85 ans, qui est l'histoire vivante. Cette femme, elle est née dans la Palestine, la vraie. Elle a été transférée avec son deux premiers enfants, je pense, un en 48, et son enfant qui s'appelle Jabr. Bien évidemment, il était de Jabhat Sha'biya, des socialistes, comment on dit Jabhat Sha'biya en Front populaire, le Front populaire de George Habash. Et donc, il en a pris pour son grade, hein, il en a pris 20 ans de prison. Donc là, il est sorti, il est au centre palestinien de droits de l'homme. Et là, c'était après la cessez-le-feu, on est allé lui rendre visite dans un petit coin de paradis que je vais vous montrer. Et elle était au Maroc en 2003 pour faire un témoignage. Et cette femme, a priori, c'est une histoire vivante, je trouve. Là aussi, c'est Gaza, il y a aussi de la verdure. Ça, c'est mon ami Abdelhalim qui se balade. Il y a des arbres, j'aime aussi des arbres rares. Il y a Tin ou Zaytoun, les oliviers et le figuier. Il y a les enfants qui est le futur de ce pays. C'est les enfants de mes amis médecins, ceux-là. Voilà, ça c'est les enfants. C'est les enfants qu'on va voir à l'hôpital pour leur donner des cadeaux. C'est mes amis médecins d'une gentillesse extrême et qui voulaient tout le temps m'inviter chez eux, mais qu'ils n'osaient pas parce qu'il n'y a plus d'électricité, l'eau elle est salée, et donc c'était compliqué, mais je suis quand même passé quelques nuits avec Zakaria qui est de l'autre côté, et donc là c'est Haider qui fait le méchant, qui est l'anesthésiste que je connais depuis l'année dernière. Je me suis posé la question, bien évidemment, en étant sur place, sur ce qu'on peut faire nous de l'autre côté, étant ici ou ailleurs. Donc j'ai dit voilà, j'ai pensé, les gens donc ils ont pensé à aider, donner de l'argent, des médicaments, envoyer des médecins, manifester comme vous faites, pour les croyants, prier. Mais moi je pense qu'il faudrait qu'ils nous fassent penser beaucoup plus loin. C'est ce que tu défends, je pense, Youssef, sur qui on est, voilà, sur son identité, sur sa culture, son devenir, et inviter nos amis qui sont des occidentaux, qui ne sont pas forcément... parce que pour cette cause, c'est pas que Palestine, que arabe et musulmane, mais elle est internationale, parce que cette agression, elle est sur tout le monde, je pense. Et donc, parce que le monde va être déséquilibré si on continue à accepter des choses pareilles. Et tout ce devoir d'ingérence, ou même droit d'ingérence, d'entrer dans des peuples, ou bien de dire, voilà, celui-là il est méchant, je vais le frapper. Et une fois qu'on va accepter ceci, ça va aller encore beaucoup plus loin. Et on a vu ce qui s'est passé en Libye et ce qui va passer dans le futur aussi. Alors, j'écris aussi cela. Nous devons nous demander ce que pouvons-nous faire pour nous-mêmes. Parce qu'on est aliéné, moi je pense, par ce qu'on appelle la mondialisation, et surtout les Arabes et les musulmans, et ce que vous défendez, les indigènes, c'est qu'on soit respecté, et je pense que le respect ne s'octroie pas, il se mérite. D'autant plus qu'on est dans un pays, qu'on est en France, et en France, on ne te donne rien gratos. Moi je suis médecin, pour faire mon parcours, j'ai dû repasser des concours et des concours, et j'ai été traité souvent par l'arabe du service, et toujours mauvais jusqu'à preuve du contraire. Pourtant, il fallait vraiment que je sois parmi les meilleurs pour être accepté, pour être chef de clinique, et pour avoir le respect, parce que, et je pense que vous tous, vous avez subi ça d'une façon ou d'une autre, et ça continue, parce que le climat continue, et ce qui va nous pousser à glisser de Gaza vers l'islamophobie, vers tout ça, vers cette bataille, parce que la reconnaissance de soi et le non-respect, quand maintenant les Palestiniens, ou qu'avaient avant les Afghans ou les Irakiens, c'est qu'on les a déshumanisés. Et une fois que tu déshumanises quelqu'un, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux avoir de la pitié pour ton chat et pour ton chien, mais pas pour cette personne, parce qu'il a perdu un peu de son humanité. Et une fois que ton inconscient a compris ça, comme on voit des images, des Américains qui sont en train d'uriner sur des Afghans, et ça n'émeut personne, ou des scènes de tuerie et de comment dirais-je, d'agression sexuelle sur des Irakiennes, et ça n'a ému personne, parce que finalement ce n'ont que des gens inférieurs, et c'est pas bien méchant. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé tout à l'heure des drones, alors les drones, effectivement, quand on tire sur les gens, on tire sur des cibles, donc et c'est banalisé par le jeu Call of Duty, qui est un jeu très dangereux, où l'ennemi, quand c'est sympa, c'est le russe, mais c'est souvent un musulman et un arabe, et on peut le tuer à merci, mais moi, je ne meurs pas, donc je me ressuscite, et je peux tuer comme je veux. De toute façon, c'est des méchants. Et là, on nous a servi par Hollywood depuis très longtemps, avec les méchants indiens, bien évidemment,
qui scalpe le gentil. On peut bien sûr, parce qu'il a tué la femme du cow-boy, il peut donc incendier tout son village. Et les spectateurs trouvent ça tout à fait normal parce qu'on nous a travaillé. C'est un travail qui fait de longue date. Et si on ne remet pas en place tout ce qu'on nous a servi, ce qu'on va servir encore à nos enfants maintenant à l'école, je pense que si on se réveille pas, je pense que l'avenir va être de pire en pire. Alors bon, Roa, la petite, vous vous souvenez, elle est partie en Égypte, elle est revenue et je l'ai retrouvée. Et je l'ai retrouvée donc, elle va très bien, sa cicatrice. C'était la fille que j'ai opérée la nuit de l'Aïd. Là, je l'ai vue avec son père à la fin. Et j'ai préféré terminer avec le sourire de Gaza, parce que Gaza aussi c'est un sourire. Et je voudrais qu'on soit quand même optimiste, malgré cette image très dure, qu'on soit plutôt... D'ailleurs, sur toutes mes photos, sur ceux qui me connaissent sur Facebook, je suis plutôt souriant, parce que le sourire c'est l'espoir. Je vous remercie beaucoup.